Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Pour ce 4e numéro de la saison, on ne va pas faire les choses à moitié. Il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels avec nos chroniqueurs. Ils sont 4 autour de cette table aujourd'hui. Présentation, on commence à ma droite. Mesdames et messieurs, nous avons la chance de recevoir un champion du monde de cyclisme sur piste Masters. Sur notre plateau, le capitaine Yann Dujarrier, pistard au club de Vélizy 78, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yann, comment allez-vous ? Très bien. La régie est à l'arrêt aujourd'hui. La musique a eu un peu de mal à démarrer. On est perdu complètement là. Voilà. Vous allez bien en tout cas ? Moi, super. Ok. Bon, alors on passe de l'autre côté. À musique, elle incarne l'élégance sur ce plateau. C'est également une redoutable sportive. Elle arrive à réaliser à des figures incroyables en pole dance, un sport qu'elle pratique à Versailles. Notre ambassadrice de charme, Hélène, est avec nous. Eh bien, je suis ravie d'être de nouveau là. Comment allez-vous ? Mais très bien. Et vous ? Parfait. Ça va très bien. On dort bien, on mange bien. Tout On va bien. vainque le froid, tout va bien. Tout va parfait. bien. L'hiver commence, approche, mais tout va bien. Des On raclettes. passe de l'autre côté à musique. Il nous vient lui aussi de Versailles. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il est aujourd'hui un incontournable de cette émission. Le gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure. Salut Mickaël, salut à tous, salut les copains. Comment allez-vous Pierre ? Ça va très très bien, on se protège des frimas qui arrivent et on est content de retrouver la chaleur du studio, Voilà. la chaleur du plateau. Et des pas habillé chaudement par contre, enflammés. pour cette émission. Ouais, quand même. Un petit peu. Une petite laine. On termine de l'autre côté, musique. On termine par le meilleur d'entre nous. Il est aujourd'hui un mythe, une légende de ce talk. Ses fans l'attendent à l'extérieur du studio. Notre super chroniqueur spécialiste rugby, coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Eh bien bonjour Mickaël, La bonjour légende, à tous. le mythe. Les fans qui attendent à l'extérieur, vous leur répondez quoi ? Chacun son tour. Ouais, j'arrive. Je suis un grand mythe. Il arrivera dans une heure environ. Alors avant de passer au thème de l'émission, je vous propose de parler de golf. Direction les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'après le Tour européen, 24 200 spectateurs sont venus assister à l'Amundi Open de France de golf du 17 au 20 octobre. Le décompte officiel est 2 fois moins important que pour l'édition 2019. Il y aurait eu 6050 personnes par jour en moyenne malgré la pluie et les fraîcheurs automnales de cette semaine-là. C'est un demi-échec pour cet Open qui a vu sa dotation divisée par 3 cette année suite au retrait du sponsor chinois HNA, ce qui a entraîné un déclassement sportif du rendez-vous. L'année prochaine, l'événement pourrait être organisé dans le sud, près de Cannes. Une réaction sur ces chiffres, Pierre Chevalier ? Pas surpris. On en avait déjà parlé lors des précédentes émissions. Il y avait une conjoncture pas très favorable pour une épreuve comme celle-là, la saison en plein automne, le déclassement vers la fin de la saison des tournois. Pas de tête d'affiche présente et puis des sponsors qui changent et cette épée de Damoclès qui pointait en disant que effectivement l'Open de France pouvait ponctuellement ou dans la durée quitter le golf national. Donc on va dire que c'était ce qui était malheureusement redouté. On va pas dire attendu parce que là c'est quand même divisé par 2. Quand vous dites demi-échec, je pense. C'est un échec. Je pense que c'est vraiment un échec à ceci près que je ne pense pas que la Fédération française de golf, notamment, avait de gros objectifs sur cette édition. Elle savait que ça serait difficile. En termes de communication, ça a été plus light. En termes de partenariat, de vente, d'hospitalité, etc., ça a été plus light. Le plateau, n'en parlons pas. Ce qui sauve un petit peu la mise, et on en avait parlé la dernière fois, c'est la victoire de Nicolas Colsaert, un francophone, donc un Belge, mais un francophone sur les terrains du national. Maintenant, place au débat pour 2020. Il y a pas mal de choses à dire, je pense qu'on en parlera, mais donc pas surpris malheureusement sur cette édition 2019 qui avait quand même pas mal d'inconvénients à contourner pour en faire un vrai succès, surtout un an après la Ryder Cup 2018 et l'Open de France 2018. Jean, vous qui êtes un passionné de la petite balle blanche, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça a été déjà dit, c'est vrai, mais en plus si on rajoute à ça les conditions climatiques qui n'étaient pas favorables à faire venir du avec monde le soleil, vous pensez sur les que bords ça du aurait green, pu être meilleur au niveau des chiffres ? Toujours, puisque il est certain que pour avoir des spectateurs sur un parcours de golf, il faut quand même un peu de soleil, parce que sinon vous avez quand même pas mal qui vont dire oh là là, t'as vu le temps qu'il fait, je vais pas aller me cailler sur les bords du green. Donc si on rajoute les conditions climatiques et puis aussi la date, puisqu'on avait déjà dit
La dernière fois, il y avait non, mais c'était le choix dans la date qui était pas bon parce qu'il était entre deux tournois, quoi. Donc c'était pas forcément une bonne idée au mois d'octobre. Non, mais on en a déjà débattu Ils n'ont sur pas ce vraiment eu le plateau. choix, hein. Mais oui, ils n'ont pas eu le choix, mais c'était pas du tout une bonne idée. D'ailleurs, bon, pour 2020, outre le fait qu'il soit déplacé, la date aussi sera déplacée. Voilà, ça sera Donc je pense qu'on reviendra sur des meilleurs. Et une dotation divisée par 3 aussi. C'est et une énorme, dotation divisée donc, par 3, effectivement. De 7, c'est même plus que 3, Le non, sponsor chinois et demi. Le sponsor J'ai- chinois il me semble HN bien. De 7 à avait 5. investi 7 millions d'euros de Ouais. dollars à l'époque. Oui, mais Et là, les chiffres 1,5, varient j'ai entre lu. 1,5 et 3. Ouais, enfin, ça fait quand même. C'est 3 millions d'euros. C'est plus une fourchette, là. Hein. La des contrats de sponsoring. Enfin, 1,5 et 3, c'est plus une fourchette, là, c'est un râteau. Je pense qu'on est plus près d'1,5, quoi. Moi, je trouve qu'en termes d'affluence, du coup, quand on regarde bien tous les chiffres, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. Parce que, 50 personnes par jour. oui, mais donc 40 000 l'année précédente, ok. 70. Ah pardon. Si. Ah pardon. Ryder Cup, c'est Ah non, c'est je parlais 70. pas de la Ryder Cup, je parlais de l'année l'Open passée. de Oui, France voilà, l'année précédente. 40 000. 24 200 spectateurs, c'était le double l'année précédente. Et voilà, le double. Alors que le Près de budget 50 000. a été dégreffé de beaucoup plus et qu'on a eu des conditions climatiques qui ont aussi freiné les spectateurs. Et le Ça veut dire plateau. qu'au final, si on réfléchit un tout petit peu et qu'on essaie de trouver du positif dans l'histoire, ben l'histoire elle est pas si moche que ça. C'est Il y a vrai que- tellement de points négatifs de l'autre côté que finalement la baisse de fréquentation elle est pas si significative que Les ça. passionnés qui étaient présents, puisqu'il y en a un tiers des golfeurs et des licenciés qui sont en Île-de-France, ont été vraiment bien servis et ont tous dit, alors, entre deux averses, et il y a eu notamment le jeudi une très belle journée, et même le samedi où il n'a pas fait trop mauvais, était vraiment servi et au plus près de l'ensemble du champ des joueurs, même s'il n'y avait pas vraiment de grosses. Il fallait être grosses puriste pour tentatives. apprécier cet Open de France. Il fallait être motivé, pas forcément puriste, il fallait être motivé pour braver parfois les éléments, savoir que moins de monde égale plus de proximité avec les champions. Donc là, c'est vrai que ceux qui ont fait le déplacement ont été vraiment, je pense, très satisfaits. Maintenant s'ouvre une nouvelle ère pour l'année prochaine, de savoir, en la redéplaçant en juillet, en déplaçant l'Open en juillet et vraisemblablement dans le sud, ça permet peut-être aussi on dit en haut lieu, de redorer un petit peu le nom de l'Open de France, de lui donner un nouvel élan après la Ryder Cup et après les éditions qui se sont déroulées au Golf National. Il reviendra de toute façon au Golf National, ça c'est une évidence, puisque maintenant c'est un parcours connu et reconnu. Mais ça vaut peut-être le coup de lui redonner une petite jeunesse, un petit coup de boost en le faisant devenir itinérant, comme il l'a été d'ailleurs à travers l'histoire. Donc on parle beaucoup du sud de la France, hein, Pierre Chevalier. Oui, ça c'est sûr. On parle du Terre Blanche Resort et il veut chercher du soleil. qui est un Non, mais c'est magnifique parcours resort, European Tour Venue, donc qui peuvent largement accueillir tout ça. Hélène, vous C'est voulez mettre, rajouter c'est mettre quelque chose d'autres conditions. On ne sait pas au niveau des sponsors. On aura peut-être puis finalement des personnes un peu inattendues qui vont venir sponsoriser. Ça se dit sponsoriser, oui, ça se dit. L'événement. On parlera moins de golf l'année prochaine. Oui, puis on verra. Peut-être que ça fera bouger aussi un peu les personnes ailleurs qu'en région parisienne. On verra si par rapport aux vacances scolaires, c'est favorisé, pas favorisé. Ça sera d'autres conditions, On vraiment. en avait déjà parlé aussi. On sait très bien qu'un Open qui est délocalisé de la région parisienne fait aussi moins de fréquentation. Donc, Il y aura peut-être des vacanciers, peut-être, sur place. Ah oui, au mois de juillet, peut-être quelques mois de touristes. Ouais. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du PSG et de la livraison en 2022 du nouveau centre d'entraînement du club. Nous ferons également un coup de projecteur sur la colline d'Elancourt. Le site pourrait ne pas accueillir le VTT au JO de 2024. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler cyclisme. Focus sur les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. La compétition s'est déroulée mi-octobre à Apeldoorn aux Pays-Bas. Les pistards français qui s'entraînent quotidiennement au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ont réussi à ramener 8 médailles dans leur valise, dont 5 en or. Mention spéciale à Quentin Lafargue du VCE Sky qui remporte l'or sur le kilomètre et le bronze en vitesse par équipe. Le sportif yvelinois avait déjà remporté l'or sur le kilomètre lors des championnats du monde 2019, une épreuve qu'il affectionne particulièrement. On écoute sa réaction. Il était invité sur le 7-8 Sport sur TV78.
Au championnat du monde et au championnat d'Europe. 2 médailles d'or. Auquel on peut du coup rajouter aussi les championnats de France qui ont eu lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines courant août. Donc j'ai réussi à gagner les 3 gros championnats de l'année sur cette épreuve-là. Oui, c'est une discipline que moi j'affectionne beaucoup depuis tout jeune et j'avais déjà réussi à être champion d'Europe et champion du monde chez les juniors. Mais de là à réussir à faire ça chez les élites, c'était plus compliqué. Je suis très heureux d'avoir réussi ça cette année. C'est une distance qui vous plaît ? Oui, alors j'ai un profil de En tout cas, on a sprinter l'impression. plutôt résistant et long. Je suis un poste 3 aussi en vitesse par équipe, donc le coureur qui fait le plus de distance de l'équipe. Donc voilà, ça fait partie de mes qualités. La question sur ce thème, Quentin Lafargue peut-il marquer l'histoire du cyclisme sur piste comme l'ont fait Grégory Baugé ou François Pervis ? Oui ou non ? Ou Yann Dujarrier ? Votez. Ah, il sait pas. Vous êtes indécis, Yann. On fait un petit duel contre Jean ? Jean a l'air passionné par le cyclisme également. Jean, c'est à vous. C'était quoi la question? Est-ce qu'il peut marquer l'histoire du cyclisme sur piste comme l'ont fait les grands pistards, François Pervis? Il l'a déjà marqué déjà, quand même. Il l'a déjà marqué, il est champion d'Europe, il ramène 2 médailles. C'est un garçon, il n'est pas encore fini, il doit avoir 27 ou 28 ans. 28 c'est ans. ça 28 ans. Voilà, 28 ans. Il a, je dirais pas tout l'avenir devant lui, parce que 28 ans non plus, faut pas exagérer. Mais quand même, il montre quand même des performances qui sont très encourageantes. De plus en plus, on parlait des derniers championnats du monde où les Français ont fait des belles médailles. Là, il confirme au championnat d'Europe. Donc, je crois que pour la suite, au niveau des Jeux Olympiques, tout est... Non, il n'y va pas, lui. Tu me dis non? Il va répondre. Je vais l'expliquer, Jean finir. Mais si on me dit pas tout, si on me cache les choses. Maintenant, une compétition n'est jamais jouée à avance, que ce soit n'importe laquelle. Bon, apparemment, Yann, lui, a des infos où il n'aura pas de médaille aux Jeux Olympiques. Moi, je dis que ce garçon, il ramènera une médaille des Jeux Olympiques. Je mets le pari aujourd'hui. Je vous précise, Jean, c'est parce que le kilomètre n'est pas aux Jeux Olympiques. C'est pour oui, ça mais je ne parle pas du kilomètre. Il ramène une médaille de bronze en vitesse par équipe. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, il sera aux Jeux Olympiques, par contre. Voilà, qu'il n'y a pas que le kilomètre. Je sais bien que ça, je savais. Le kilomètre n'est pas aux Jeux Olympiques, mais il fait une médaille par équipe au championnat d'Europe. Il a voulu vous piéger, à mon avis, là-dessus. Oui, non, mais je ne suis pas un spécialiste, mais je suis quand même. Je rappelle quand même son palmarès. Il a gagné une médaille d'or lors d'un championnat du monde. Il a remporté 7 médailles lors d'un championnat du monde. Il a remporté 3 médailles d'or au championnat d'Europe et 7 médailles en tout au championnat d'Europe. Bon, alors, donc il a déjà marqué l'histoire. C'est à vous. Alors, en effet, ça commence à être un palmarès qui devient intéressant, mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le palmarès de Grégory Baugé, c'est 5 ou 6 titres de champion du monde. Si on prend celui c'est 9 titres de 9 titres de champion du monde. Ah, mais il n'en a pas. C'est même avec celui qui a été, avec ceux qui ont été perdus. 9 titres. 9 titres, d'accord. François Pervis, c'est pareil, c'est beaucoup de titres. On doit être autour de 7 ou 8. Voilà, c'est ça. D'or. Et donc Florian Rousseau, et le problème, et pour pouvoir rentrer dans l'histoire de notre sport, quand on est pistard, c'est plus des titres de champion du monde qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est être champion olympique. Eh oui. Et là, donc la problématique pour Quentin, c'est que le kilomètre n'apparaît pas au programme des Jeux Olympiques, et sur la vitesse par équipe, eh bien j'ai peur que l'on soit médaillé, mais on ne soit pas champion olympique encore cette année. Il y a une équipe de Hollande, enfin ouais, il y a la Hollande qui domine le sprint mondial depuis 2 saisons. Et s'il tombe Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Envoyer des gens pour. Tu croches pas. Ouais. S'il tombe. Donc voilà, c'est vrai que la problématique, elle est là, c'est que pour pouvoir marquer notre sport et pour pouvoir sortir du lot, il faut être champion olympique. Et je pense que ça va être encore compliqué. Ça va être encore compliqué cette année pour nos sportifs. Pierre, si je leur souhaite. Qui vous a convaincu? Moi, je suis partagé. Reste à savoir qu'est-ce que c'est que marquer l'histoire.
dans un sport. Là, on vient de faire. François Pervy, par exemple, a remporté 3 titres de champion du monde. C'était en 2015. 3 titres de champion du monde sur la même édition. Il a marqué l'histoire parce que là, les listes sont phénoménales. C'était le premier à gagner les 3 titres du sprint la même année. Et ça n'avait jamais été fait avant. Donc grâce à ces titres, il a fait la une de l'équipe, ce qui n'arrive quasiment jamais pour un pistard. Ouais. Donc moi, Jean m'a convaincu sur la partie déjà sur le potentiel du bonhomme. Yann sur la partie potentielle des épreuves, malheureusement avec une limite sur le kilomètre, mais c'est un garçon qui aura 33 ans en 2024. Il y a Tokyo avant, il y a peut-être justement de quoi arriver en pleine fleur de l'âge. Il me paraît assez costaud et assez physiquement prêt à n'importe quel type d'épreuve sur une bicyclette. Donc je dirais qu'il lui reste de quoi s'approcher d'un palmarès historique. Juste rajouter, sans compter que notre regretté Poulidor national, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, on en parlera justement en fin d'émission, n'a jamais gagné grand-chose et pourtant il était très populaire. Donc de là, ça rejoint bien ce que je disais. Hélène. Je suis d'accord. non, mais c'est vrai. Vous êtes toujours d'accord avec Jean, en général. Oui, en même temps, j'ai un peu peur. Non, mais tout a été dit. Après, comme on disait, 2020, 2024, c'est là où après... Florian Rousseau, justement, a gagné 3 médailles d'or au JO. Et on se souvient de Florian Rousseau. C'est là que ça se passe. C'est là que la différence se fait, bien sûr. C'est ça. À quel âge ? Donc 100 médailles... Quel âge ? La même tranche d'âge. Ouais, c'est ça aussi, parce que... Tokyo, c'est une grosse... Pierre Chevalier. Le Japon est une grosse terre de vélo, de cyclisme. Si, le Japon risque d'être très très bon, puisque ils ont quand même recruté le meilleur entraîneur français qui est, j'ai bouffé son nom encore, mais c'est pas grave, qui a entraîné les Chinois et qui les a montés sur le vélo. Non, qui a monté au titre international et au titre olympique, les Chinoises. Donc voilà, c'est Benoît Vétu, voilà, le nom est revenu, c'est le meilleur entraîneur et on aimerait, je trouve que ce serait normal que ce soit l'entraîneur français, mais c'est très très compliqué. Et donc oui, les Japonais risquent d'être très très bons, lors de leur JO sur le vélo. Et puis, faut pas rêver, les Anglais vont aussi sortir de nulle part pour comme d'habitude. Ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même avec Quentin Lafargue ? Il n'est pas entre deux générations finalement, entre les Boger Pervis qui sont plutôt vers la fin, voire la fin pour François Pervis qui devrait sans aucun doute quitter l'équipe de France, qui a déjà quitté, définitivement l'a quitté. Il l'a pas quitté parce que s'il l'avait quitté, ça aurait été de ce fait, c'est plutôt il a été viré parce que c'est la Fédé qui a dit il n'est plus en équipe de France, en tout cas pour l'instant. Oui, mais c'est une petite nuance qui n'est pas importante pour lui, je pense. Donc entre les François Pervis et les Grégory Boger qui approchent des 33, 34, 35 ans, et les Vigier et Lal qui ont eux tout juste 20 ans, une vingtaine d'années. Ah, est-ce qu'il n'est pas entre deux eaux justement ? C'est vrai qu'il a été. Il aura ce problème-là pour s'affirmer, pour être la star. Il a peut-être été un peu isolé pendant une grosse partie de sa carrière. En effet, il a été un peu tout seul. En plus, il a aussi navigué dans des eaux troubles à une époque où on va pas rappeler les Jeux Olympiques de Rio, mais ça a été très très compliqué pour l'équipe de France à ce moment-là. 0 médaille. Voilà. Non, une médaille de bronze. Une médaille de bronze ou d'argent d'ailleurs en vitesse par équipe. Oui. Voilà. Mais non, ça a été très très difficile. Donc une période qui était compliquée pour la piste. Et en effet, aujourd'hui, la piste va mieux. Et en effet, du coup, Quentin en profite aussi et les résultats s'améliorent. Mais après, voilà, à 28 ans, il est loin d'être encore fini. Il lui reste, on voit Grégory Boger aujourd'hui qui a 33 ans, qui fait encore de très belles performances sur le départ, puisque maintenant il s'est spécialisé sur le départ de la vitesse par équipe. Il y a du potentiel, il y a des choses, et donc faut encore travailler. C'est un super gars, hein. Il est vraiment très sympathique et donc je lui souhaite toutes les réussites possibles et c'est quand même aussi un très très gros bosseur. Il ne laisse rien au hasard. Juste un tout petit détail c'était le premier Français à avoir envoyé ses combinaisons chez un fabricant pour pouvoir avoir une poche intégrée pour son dossard, alors que les coureurs français ne l'avaient pas. Vraiment, il réfléchit à tout. Il pense vraiment que, les gains marginaux sont importants.
Et il va vraiment dans tous les détails pour ça. Ça fait les petites secondes. Ouais. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On va maintenant parler de boxe. Marvin Petit a réussi son combat de reprise. Le sportif licencié chez la team Farouja Elancourt est allé s'imposer au point face au Français Karim Ménasria ce samedi à Guérande. Une victoire qui permet au boxeur yvelinois de se remettre en jambe, lui qui n'avait pas boxé depuis février dernier pour un titre européen des poids légers. Marvin affiche maintenant un bilan de 25 victoires, 2 défaites et un nul. La question sur ce thème, ce combat va-t-il lui permettre d'aller plus haut ? Oui ou non ? Oui, merci. On fait un petit duel entre Hélène et Yann. Hélène. Moi, je pense que de toute façon, toute victoire et toute motivation permet d'aller plus haut. Après, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, son adversaire affichait un bilan de vrai. 8 victoires, 23 défaites et un nul. C'est un combat sûr de reprise. Ça aide. Ça aide. J'hésite. Non, mais tout est bon pour avancer. Après, il ne faut pas se reposer sur les lauriers d'une victoire relativement facile, voilà. Mais et il a des matchs prévus quand maintenant ? Pour l'instant, pas de match. Ouais. Prévu. Il faudrait. Pas de combat prévu. Il devrait avoir des combats normalement début d'année prochaine. Donc là, il faut vraiment reprendre. Et puis Il n'y a pas de se démarquer beaucoup l'année prochaine, sinon c'est un peu compliqué. Yann Dujarier. Merci Michael, vous avez tout dit. Pour vous, non ? Enfin, c'est pas le combat qui va faire en sorte qu'il va pouvoir aller retourner vers une conquête européenne ou une conquête mondiale, parce que ça, il a perdu le titre européen. Il veut, donc voilà, c'est C'était un combat de reprise. En 2019, en Belgique, effectivement. C'est un combat de reprise. Donc il va falloir aller chercher d'autres adversaires et refaire ses gammes et refaire ses preuves pour pouvoir peut-être l'année prochaine, fin d'année prochaine, à nouveau pouvoir combattre pour le titre européen. Et du coup, ce sera en 2021 qui pourrait aller chercher un combat pour un titre mondial. Donc voilà, il y a encore du chemin. C'est pas celui-là qui va faire en sorte. Voilà, c'est un peu tous les matchs que Tony Yoka a pu faire dernièrement. Voilà, on connaît le résultat et puis ça se termine. Et là, en plus, mine de rien, il n'a pas gagné avant la limite, il gagne au point. Hein. Donc, sur un adversaire qui était quand même largement à sa portée, il gagne au point. Donc là, il faut en prendre les conséquences et se dire, faut retourner au boulot. Est-ce qu'il doit faire justement des petits combats comme celui-là pour se remettre en jambe, Pierre Chevalier ? Ça me semble évident, mais d'une manière générale, je trouve que les saisons de boxe sont quand même assez compliquées à gérer pour les boxeurs. On en parle. Là, il faut trouver des adversaires, parce que même cet adversaire-là, Karim Ménasria, a été prévu à la dernière minute. Il faut promouvoir les combats, les monter, après les financer aussi. Ça me paraît à tous les niveaux compliqué. Et quand on n'est pas dans la lumière, il faut justement se trouver au-delà des sparring partners, il faut trouver des adversaires. Et alors petit match, reste à savoir ce que sont des petits combats. Tout ce qui va le mettre en jambe, le mettre en rythme. Là, moi je répondais oui à cette question en disant que au moins ça le relance, ça met un peu plus d'actualité, les projecteurs sur lui, sur un combat dont le résultat sportif n'est pas très très révélateur. Je suis d'accord avec Yann, en disant que c'est pas forcément là-dessus qu'on va bâtir une carrière, mais en tout cas, il sort un petit peu de sa retraite derrière les titres perdus. Il lui faut de l'entraînement, il lui faut de la visibilité, il lui faut des victoires et des combats. Mais oui. Donc il doit combattre. Ouais. Quitte à combattre n'importe qui. Oui, il faut qu'il monte sur le ring dans des conditions officielles, même si c'est contre des plus petits adversaires. Mais on voit que même sur contre des adversaires à sa portée, c'est pas facile de gagner sur un combat de boxe. Ouais. De toute façon, le mec qui est en face, il a aussi envie d'améliorer ses stats. De toute façon, hein, donc oui, j'accepte. Et en plus, voilà, là, lui, je pense qu'il en tire plutôt du bénéfice parce que j'ai été prévenu au dernier moment et je l'emmène au bout le combat. Donc lui, par contre, en effet, là, il a fait. Marvin Petit l'a qualifié de guerrier. Ah voilà, non mais voilà, tout à fait. Bah ouais, il a pas lâché. Ça a dû lui faire drôle. Jean. Quel âge ? Il a 28 ans. Non, pas Marvin. L'adversaire, je crois qu'il a 34 ans. 34 ? Il était plutôt en fin de carrière. Ouais. Ouais, donc, Et encore, je suis même pas sûr. Ça se trouve, c'était plus, ça se trouve. À mon avis, c'était plus. Mais bon. Mais oui, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il a été très déçu par
ce combat là pour le titre champion d'Europe en février en Belgique. On avait parlé, où ils avaient carrément parlé de vol au niveau de l'arbitrage. Et pourtant j'ai répondu non parce que c'est par rapport à l'adversaire, quoi. C'est pour ça, c'est simplement. Mais je pense aussi que ce combat lui doit lui permettre de reprendre confiance et de se remettre dans les conditions normales d'un combat après cette déception du championnat du titre championnat d'Europe en février. Donc c'est tout bénef. Bon, il n'a pas pris de risque parce que là, il n'a pas pris quand même un client, mais tant mieux. Je pense qu'il accumule de la confiance pour après repréparer, qui à mon avis certainement sera peut-être une dernière chance pour essayer d'accéder au titre champion d'Europe, parce que après, ça ferait la 3e fois, non? Il a déjà tenté 2 fois le titre champion d'Europe. Il a été champion d'Europe, il a perdu. Et là, il veut le reconquérir. Ouais. Voire conquérir un titre de champion du monde. D'accord, ouais. Donc là, tout à fait. Donc là, à mon avis, c'est une remise en selle. Et puis, comme dit Yann, sans trop de risques, on va dire. Voilà. On va passer maintenant à notre page coup de projecteur. Nous allons prendre la direction de Poissy. Le futur centre d'entraînement du PSG sera érigé en haut de la commune près de l'hôpital. Ça, on le savait déjà depuis plusieurs mois. On connaît désormais la date de livraison après quelques rebondissements suite à des fouilles archéologiques. La structure devrait être livrée pour la saison 2022-2023. Le centre de 74 hectares comprendra 17 terrains de football, un stade de 3000 places, 4000 mètres carrés dédiés au handball et 2 dojos pour le judo. On écoute l'un des gestionnaires du projet. Nous l'avions interviewé il y a quelques mois. La recherche du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est de recréer un lien avec l'ensemble de ces activités sportives. Aujourd'hui, nous sommes étalés sur le territoire parce qu'il y a une histoire qui s'inscrit de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ça va être la première fois que toutes les activités sportives du Paris Saint-Germain vont pouvoir s'implanter sur un même lieu. Une réaction par rapport à ce centre d'entraînement, vous le trouvez comment? Rapidement, un petit tour de table. Cher Chevalier. Je passe devant plusieurs fois par semaine, parce que je suis dans le coin, j'ai vu le terrain. L'emplacement est déjà assez privilégié. Vous scrutez un petit peu l'avancée des travaux. J'ai scruté justement les retards qui ont été pris dans le chantier et dans les travaux. Donc là, effectivement, il faut envoyer une lettre à Nasser El Khelaifi. On voit que ça a démarré. Ils ont réaplani le tout après les fouilles et les recherches qui ont été faites sur place. Ça prouve, si besoin était, la très bonne santé économique, sportive également du Paris Saint-Germain. Ça va permettre aussi de mettre, en plus des pros et des garçons, un coup de projecteur chez les filles, parce on l'oublie de moins en moins. Il y a une très bonne équipe de filles au Paris Saint-Germain. Et parce que le stade de 3000 places sera principalement pour les filles. Voilà, pour les qui, je crois, elles vont continuer à s'entraîner au camp des loges, du côté où les garçons s'entraînent jusqu'à maintenant. Pour l'instant, il y a un projet qui a l'étude également de les rapatrier vers Poissy. Et puis c'est le multisport du PSG avec en plus le handball, le judo et peut-être plus si affinité. En tout cas, c'est une très très belle surface, c'est un très joli coup pour Poissy et les communes environnantes, dans une optique qui va se faire plutôt d'intégrer le tout à la campagne environnante et on va dire c'est bien pour le dynamisme local dans ce coin-là des Yvelines. Hélène, est-ce qu'il vous plaît ce Moi, j'aime bien le fait que les disciplines soient au même endroit. Par contre, j'aime moins l'histoire des footballeuses au camp des loges, oui. Je comprends pas pourquoi on rapatrie pas tout le monde. Alors oui, il y a peut-être une histoire de budget, de place, très bien, mais il y a encore une pour les matchs, culture, ça sera sur le site de Poissy, pour les matchs. Mais pour les entraînements, ce n'est pas encore définitif. Je suis quand même embêtée qu'elle bénéficie pas des infrastructures, de tout ce qu'il y a. Il n'y a que 17 terrains. Ah bah oui, je sais. Il a fallu faire un choix. Non, mais voilà. Mais sinon, oui, c'est un beau complexe. Après, il y a également une histoire, je crois, avec Saint-Germain-en-Laye qui voudrait garder le nom, forcément. Et il faudrait garder une équipe à Saint-Germain-en-Laye oui, donc on va mettre au camp des loges plutôt que de rapatrier tout vers Poissy. Oui. Très bien. Le Paris Saint-Poissy. Ouais, ça marche Poissy Saint-Germain. Le Poissy Saint-Germain, c'est mieux. Jean, il vous plaît ce centre d'entraînement? Vous en pensez quoi? 17 terrains, vous l'avez souligné. Il a l'air très très joli. Et puis quand même, c'est quand même je
pense qu'au niveau des structures, ça doit être, voilà, on voit quelques images. Je pense qu'au niveau des structures... 300 millions d'euros environ. Voilà, tout doit être high-tech. C'est pas un Neymar. Tout doit être high-tech. Un peu plus d'un Neymar, 222 millions de Neymar. Alors, la question magnifique, sur ce magnifique. thème, le centre d'entraînement permettra-t-il à l'équipe de football d'avoir de meilleurs résultats? Il devrait. Pas du tout unanime. Fait un petit duel entre Jean et Yann encore? La revanche? Vas-y, Yann. Jean, Bah, moi, pour vous, non. Ah, vous voulez que je commence? Je préférerais que vous commenciez. Je vais commencer. Vous avez été le premier à dégainer, hein, Mais comme bien d'habitude, sûr, hein. non mais attendez, franchement. Et pourquoi pas aussi la couleur du maillot et puis la taille des crampons, quoi. Non, mais non, là quand même, c'est pas parce qu'ils ils sont déjà dans des structures qui sont magnifiques, où ils ont tout à Après, le corps des disposition. loges est un peu vieillissant, hein, Bah, c'est vieillissant, mais enfin quand même, comparé à certains faut pas standings exagérer, européens. quoi. Quand les Qataris sont arrivés, Ouais. c'est un petit peu de mélange, quand même, d'embellissement, on va dire. Voilà, ils ont passé un peu le balai quand même à Saint-Germain. Hein. Donc, non, moi, pour moi, ça va pas, ça va pas basculer sur le côté sportif. C'est pas possible. C'est bien parce que ça va être tout nouveau, tout beau, ça va être dans des conditions, on va dire, performantes, mais ça va pas. Voilà. Après, ça va pas du tout induire sur le jeu. Alors, moi, pas du tout. C'est à vous. Yann, Ça va. Alors, ça fait partie du projet de départ. Voilà, il n'y avait pas de véritable camp d'entraînement de renom pour le PSG. Aujourd'hui, les Qataris ont fait venir les grands joueurs, mais justement, ce centre devrait aussi aider à faire venir encore plus de grands noms. Donc du coup, les résultats vont s'améliorer. Et ensuite, sur le travail physique et sur toute la partie récupération, il va y avoir aussi beaucoup plus d'infrastructures directes, puisqu'il y a une grosse partie médicalisée qui n'ont pas... Déjà. Non, ils n'ont pas tout ce qu'ils vont avoir à Poissy, ils l'ont pas déjà à Saint-Germain. Tu crois qu'ils prennent rendez-vous pour une radio et qu'ils attendent 15 jours? Ils n'ont pas la cryothérapie, par exemple. Ils Ouais, ont pas parce qu'ils en font pas, le PSG, la cryothérapie. alors, mais si, bien sûr que si. alors. Neymar, il en a même une question chez lui. Ah oui, il en a acheté un, lui. On est bien d'accord. Voilà. Mais c'est vrai obligé de se que fournir lui-même, du coup. Ouais, Voilà. oui. on sait bien que c'est très important de le faire dans le quart d'heure qui suit l'entraînement pour que ce soit bénéfique. Je plaisante. Mais donc, non, voilà, il va y avoir plein de nouvelles, plein de nouveautés. Et donc, ça nous permettra peut-être aussi une chose, parce que donc 2022, c'est demain. Peut-être que ça nous permettra de pouvoir garder Mbappé plus longtemps. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est pas des répercussions sportives qu'on va attendre, même si je pense que ça fait partie des objectifs, mais c'est surtout une valorisation de l'image marketing et de la communication de l'emblème PSG. Reste à savoir s'ils vont rester de près ou de loin autour de Saint-Germain, bien sûr. Mais ça fait partie de la stratégie et de la vision des Qataris quand ils sont arrivés à Paris. Et c'est globalement un objectif d'installer définitivement la marque PSG en France. Donc là, c'est des infrastructures high-tech et effectivement essayer de garder les meilleurs joueurs pour le prix d'un Neymar et demi. Et puis, derrière, d'imaginer dans les meilleures conditions, et je suis d'accord avec Jean, ils en ont déjà des très bonnes conditions d'entraînement, aller plus loin sportivement, gagner cette Ligue des Champions qui leur échappe depuis si longtemps, et puis là, ils vont continuer. Une chose est sûre, ils vont continuer à régner sur le championnat pour l'instant. Les équipes s'organisent derrière. Et pour l'instant, court derrière. J'ai quand même la légère impression que cette année, ils ont réussi à grimper d'un cran. Alors oui, ça se ressent pas en championnat, mais par contre en Ligue des Champions... Donc ils n'ont pas besoin de changer de terrain d'entraînement, selon vous? Ce serait très bien qu'ils soient champions, qu'ils gagnent la Ligue des Champions avant d'avoir le camp d'entraînement. Je suis d'accord avec vous. Sportivement, en fait, ils arrivent à faire tourner les équipes. Là, ce qui est étonnant cette année, c'est que même quand les têtes d'affiche sont pas là, il y a ce qu'on doit appeler au départ des seconds couteaux ou troisième couteaux qui sont vraiment des tout bons joueurs, et ils arrivent malgré tout, sauf à Dijon dernièrement, à gagner leur match avec n'importe quelle configuration d'équipe. Les gars, le championnat, ils savent que ils peuvent jouer à 60-70%, et le championnat, au bout du compte,
ils seront champions. Et c'est pas leur, Sur la thématique, nous sommes en 2022-2023. Mais quand même, on aimerait bien. Voilà. Et Je suis persuadé, je ne pense pas quand même que les structures sportives vont retenir un joueur comme Mbappé. Ça m'étonnerait fortement parce qu'il va y avoir. Après, s'ils le vendent, ils arrivent à construire, payer comptant le terrain d'entraînement. Payer d'un coup. S'ils font des recettes autour du nouveau centre d'entraînement. Alors, on va maintenant parler des JO de 2024. Ça va être plus précisément de VTT. Les épreuves devaient se dérouler sur la colline d'Élancourt, point culminant de l'Île-de-France. Projet validé par le comité olympique, mais la donne a peut-être changé dans la tête des organisateurs. Le site poserait un problème environnemental et des voix s'élèvent contre le coût des travaux. Le niveau de difficulté de la colline d'Élancourt pose également des questions. La commune de Chamonix espère profiter de cette incertitude et serait candidate pour accueillir l'épreuve en 2024. On écoute Thierry Fabre, président du VCE Sky, qui a déjà organisé de nombreuses épreuves et notamment la revancharde sur cette colline. C'est un circuit exceptionnel. Donc c'est sûr que pour nous, pour le club, ça serait une superbe récompense. Mais je pense que Saint-Quentin-en-Yvelines ne se laissera pas faire. La question sur ce thème, doit-on déplacer le VTT en dehors d'Élancourt ? Oui ou non ? Doit-on déplacer le VTT en dehors d'Élancourt ? Non, vous êtes unanime. Hélène ? Nous, on veut que ça reste ici. Si on a le lieu et les infrastructures et tout ce qui permet de le garder, il faut garder. Après, il y a des petits questionnements, comme je l'ai dit en prémisse. Oui, mais nous, on veut... Par contre, les autres... où ça m'échappe, les autres disciplines, les autres disciplines autour de la bicyclette, du cyclisme, c'est bien ici, c'est bien dans le coin. Tout se passe ici. Donc quand même, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera les épreuves de piste. Donc, le BMX sera l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et la route devrait également partir de Rambouillet pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Voilà. Donc là, ce serait quand même juste pour une discipline. À travers le cyclisme qui partirait à Chamonix là. Tu pourrais partager. Non, mais c'est pas une question de partager, mais au moins c'est centralisé et même pour les spectateurs. Oui. Les spectateurs qui vont venir ici, tout est centralisé. Toutes les compétitions autour du cyclisme. Vous pensez qu'ils vont identifier le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines au vélo ? Pourquoi pas entre le vélodrome, le parcours pour le VTT. C'est Paris 2024, donc il y a beaucoup de délocalisations qui sont induites économiquement, sportivement ou pour des facilités d'organisation. Le surf, par exemple, ne sera pas à Paris. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué sur la scène. On aurait pu le faire sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais c'est plus compliqué. Donc, mis à part ces disciplines vraiment que j'appellerais idiomatiques, vraiment et qui ont besoin d'un cadre vraiment particulier, on reste à Paris. Et donc là, la proximité de la colline de Saint-Quentin et surtout son expérience dans l'organisation d'événements cyclistes plaide pour elle. Effectivement, délocaliser tout le monde, les spectateurs du cyclisme en général à Chamonix, alors qu'il y a déjà eu Albertville, c'est pas forcément. C'est peut-être pas le même public. C'est deux roues et des pédales. C'est autour de Paris. Et on a de sérieux atouts dans les Yvelines. On l'a déjà montré. L'histoire des coups, c'est bon. Faut rajouter trois rochers et puis deux rondins de bois là pour faire un peu de difficulté. Selon les personnes qui contestent justement ce projet, ça coûterait plus cher qu'un Stade de France. Mais n'importe quoi. Je veux dire, selon ces personnes. Oui, non, mais c'est ceux qui veulent délocaliser. Bien sûr, c'est l'un des sports qui coûterait le plus cher aujourd'hui. Les gens sont de Chamonix. Non, mais je me souviens très bien du parcours olympique de Londres où qui avait été vraiment conçu pour faire du spectacle, c'est-à-dire qu'il y avait des points, on arrivait à suivre la course à peu près de partout, c'était vraiment bien réfléchi. C'était des rochers qui avaient été posés à droite à gauche, des rondins qui avaient été posés aussi, il y avait des difficultés, il y avait des sauts, il y avait plein de choses, mais c'était juste réfléchi. Je suis désolé, faut pas me faire croire que faire ce type d'infrastructure, ça coûte des millions d'euros. Faut arrêter. La même chose que le Stade de France. Après, il faut construire les tribunes également. Et on a mis une tribune de 6000 personnes au golf national. Chamonix, elle est déjà la tribune.
Je suis pas Très sûr. bien. Ben voilà, non mais Mais le site de Chamonix, à Rio, à Londres, j'ai pas le souvenir qu'il y avait une tribune. L'avantage du VTT, c'est que on peut mettre des spectateurs un peu partout sur le circuit, et donc du coup pouvoir comme au golf. Je suis pas. Ouais, je suis... Sur Après, ce qui est l'argument, pointé du doigt également, c'est le niveau justement de la colline d'Elancourt, 230 mètres. Ce ne serait pas assez difficile Là- pour les compétiteurs. Alors que je- Chamonix a l'habitude d'avoir des compétitions de VTT régulièrement et internationales. Voilà. Là, dans ces cas, Contrairement là, voilà, par contre, à la en effet, Revancharde, par exemple, qui est au niveau local, qui est la course phare sur la colline d'Elancourt, qui réunit une centaine de personnes. ça, Là, après, je suis sur pas Chamonix, on a spécialiste des de milliers VTT, cher. de cyclistes qui participent. c'est ça qui est cher, c'est faire venir les montagnes. C'est ça, qui coûte cher. On va déplacer les montagnes. En tout cas, le président de l'UCI est d'accord avec vous, David Lapartien est d'accord avec vous, Jean-Miss. Il veut absolument garder ce projet à Elancourt. Il évoque le dossier initial et il veut connecter le site au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour Chamonix, ça ne serait qu'un one-shot, c'est ce qu'il a dit, et il n'y aurait pas de structure pérenne. Vous avez écouté. Mais voilà. Vous avez écouté. Voilà. Oui, parce que après, du coup, c'est vrai que la C'est lui structure qui m'en a parlé. la structure de l'encours serait une structure qui serait utilisée pour amener, pour former nos coureurs etc. Et puis en Avec local. déjà toute la structure que l'on a juste à côté pour faire l'accueil, puisque le cube sert aussi bien pour le BMX que pour la piste, que pour les routiers quand ils viennent aussi faire des essais sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc du coup, oui, là il y a une vraie corrélation. On est d'accord. Hélène, est-ce que c'est trop tard? On est presque en 2020, il n'y a aucune décision qui a été prise. Est-ce que c'est pas trop tard finalement pour changer le dossier initial? Il reste 4 ans. Non, je pense que on est capable de développer des structures et de prendre des décisions, de voter des budgets, de développer des structures en moins de temps que ça. Évidemment, qu'on va Surtout pour peut-être pas. les JO. Oui, mais voilà, on voit des structures qui ont été, montées dans des pays où il y avait strictement rien. Donc, je pense qu'on peut le faire. Évidemment, on va peut-être pas attendre 2022. Mais il faudrait prendre une décision et s'y tenir aussi, arrêter aussi de se chamailler et de voir ce qui est le mieux pour la discipline. Financièrement aussi, évidemment, la question financière compte, mais ce qui est au mieux pour la discipline et le fait que ce soit suivi par le public aussi. C'est trop tard pour vous? Pour changer, Jean? Pour 2024. Non, c'est pas trop tard, parce qu'il y a quand même 4 ans. Donc 4 ans, en 4 ans, on peut me faire des choses en 4 ans, surtout sur un circuit VTT. Donc C'est c'est une quand même question. pas, c'est pas non plus une construction monumentale, c'est pas ce qu'on demande. Donc ce n'est pas trop tard. Mais effectivement, pour la communication, pour tout ce qui va autour des Jeux Olympiques, il faudrait quand même arrêter une bonne fois pour toutes l'endroit et puis travailler dessus, quoi. C'est sûr, parce que sinon, là, pour moi, ça fait un petit manque de sérieux quand on est là, à savoir si on va le faire ici ou si on va le faire à Chamonix. Ouais, ça fait un petit manque de sérieux, quoi, à mes yeux. Entre Saint-Quentin et Chamonix, il y a le PDD, on peut peut-être la faire à Clermont-Ferrand aussi. Ouais. Voilà, ça pas fait candidaté, mi-chemin. en tout cas. Ça fait mi-chemin. Ouais, bon. Il y a aussi l'idée, aussi avec Chamonix, de célébrer le centenaire des Jeux Olympiques d'hiver de 1924. Aussi, c'est ça qui a été évoqué pour donner un écho également global, olympique. Oui, Ça oui. va, Ouais. on a plein d'historiques et plein de dates historiques à fêter avec les JO, mais c'est vraiment une question, à mon sens, de cohérence quand on pose le plan des structures sportives qui vont accueillir les JO de Paris 2024. Si on a déjà le surf et la voile qui, je crois, est délocalisé à Marseille, mais après, si on étire complètement cette carte, c'est la France entière. Alors certes, tout le monde y prendra part, mais on est quand même sur une recherche de cohérence, de village olympique et des spectateurs qui sont centralisés autour de Paris. C'était le projet de départ, de dire que justement la plupart des épreuves pourraient être juste sur la région. Donc, et d'ailleurs, je me souviens que Pour la les voile. athlètes, c'est mieux. De quoi? Bien Bien sûr, parce que à partir du moment où ils sont délocalisés à Chamonix, Oui, Chamonix, ils sont pas au village olympique. voilà, hein. village olympique, ils vont être tout seuls là-bas. On passe à côté d'une petite partie Bien sûr. de l'intérêt des Jeux. Il suffit que Avec l'épreuve l'épreuve du VTT soit en plein milieu du programme sur la quinzaine. Vous n'êtes pas à la cérémonie d'ouverture, vous n'êtes pas à la cérémonie de clôture, hein, parce que entre temps derrière vous avez faut se positionner. faut s'entraîner, etc. Et puis même moins de 15 jours après, vous avez une autre Coupe du Monde à l'autre bout de la planète. Et du coup, une fois que la course elle est finie, vous passez à autre chose. Hein. Donc du coup, vous avez raté l'ambiance des Jeux Olympiques et vous n'avez pas été voir courir d'autres disciplines. Dernière question sur cette thématique, je vais faire un tour de table. Est-ce que vous pensez que la colline d'Elancourt ne peut pas
avoir le VTT en 2024? Est-ce que vous pensez que le comité olympique le français va décider de retirer le VTT à Elancourt? Non pour vous, Yann Dujarrier? Non, moi, je dis, elle reste. Oui, moi aussi. Moi, je pense que Aussi ça va. pour faire parler. Je pense que ça va dépendre s'ils arrivent à rajouter des difficultés comme ils le veulent, mais. Bah, on l'a dit, rajouter 3 cailloux et Ouais, deux seaux de sable. il faut voir On comment ils suivra sont les le gens. dossier en tout cas avec attention. On passe maintenant à notre page débat. On va parler d'arbitrage dans cette page débat pendant une compétition interdépartementale de taekwondo fin octobre à Trappes. On pouvait voir de nombreux jeunes présents autour des tapis pour arbitrer, notamment Inès, une jeune sportive du club de Trappes âgée de 15 ans. On écoute ses réactions. Je vais parce que j'aime bien arbitrer, car arbitrer, ça donne du coup une certaine indépendance sur le combat. Et du coup, je suis aussi combattante et du coup, le fait d'arbitrer, ça permet du coup d'avoir la double casquette et je trouve ça du coup assez intéressant du coup. Pour s'améliorer, Inès reçoit régulièrement des conseils d'arbitres plus expérimentés présents autour des combats pendant les compétitions. L'arbitrage, un axe fort pour le développement de la discipline. Comme Inès, une vingtaine de jeunes étaient présents pour arbitrer la compétition. C'est extrêmement important pour notre sport d'avoir des jeunes qui s'impliquent dans l'arbitrage et c'est aussi important pour eux parce qu'en tant que combattants, de connaître les règles et les ficelles de l'arbitrage, c'est ce qui va leur permettre d'améliorer encore leur capacité dans les combats. La question sur ce thème, doit-on obliger les jeunes à arbitrer régulièrement? Ah, mais déjà, une question, là. Voilà, il y a un côté régulièrement. Hélène? Il y a toujours un problème dans ces questions. Les questions sont compliquées, hein. Il faut que ça vous... Alors peut-être pas l'obligation, divise. peut-être pas l'obligation de l'arbitrage, mais d'assister, d'aller Donc, oui vraiment. ou non, Hélène? Non, je crois pas que ce soit une obligation. Non, Il faut pas pas une une obligation. Non. Ah, on fait un petit duel avec Pierre? Hélène, vous Il est commencez? là. Non, mais je pense pas que ce soit qu'on ait besoin de parler d'une obligation. Par contre, oui, l'intérêt d'arbitrer ou d'assister de près à l'arbitrage, c'est vrai, comme le disait l'entraîneur, là, c'était l'entraîneur. Hein. Cordin. C'est ça. Ça permet de voir la discipline différemment, d'améliorer son jeu, son combat, et je pense que c'est important. Après, de là, les obliger, il y en a qui vont être intéressés, d'autres non. Je ne parlais pas d'obligation. Pas d'obligation. Non. Moi, Obligation Mais pour vous, d'intérêt. Pierre Chevalier. Je tempérerais, si c'était possible, je tempérerais un petit peu le champ lexical en disant que c'est plutôt de les inciter à. Mais en tout cas, pour l'initiative, que je trouve fantastique, j'y vois énormément de vertus et d'avantages et de belles conséquences. Parce que, premièrement, je pense que ça crédibilise l'arbitrage. Donc plus les jeunes sont sensibilisés à l'arbitrage et à la difficulté d'arbitrer, quelle que soit la discipline. Je connais pas particulièrement le taekwondo, mais j'imagine que au rugby, c'est une très bonne chose d'inciter justement certains jeunes à arbitrer, parfois les obliger pour justement voir un petit peu de quoi il en retourne. Oui, ça se fait. Ça se fait. Et ça crée éventuellement des vocations aussi, parce qu'on a évidemment besoin d'arbitres et de bons arbitres qui soient à la fois humains et techniques pour pouvoir développer l'ensemble de nos disciplines sportives. Et puis je pense pour chacun des jeunes qui tentent cette expérience-là, elle le disait aussi un petit peu, Inès, ça leur donne de l'expérience en tant que pratiquant et en tant que compétiteur, combattant pour le taekwondo, et ça leur donne un éclairage un petit peu particulier sur leur discipline, sur les performances qu'il faut atteindre et surtout sur l'esprit qu'il faut avoir pendant les combats. Donc obliger, c'est peut-être un peu fort. Régulièrement, en revanche, ça, c'est très bien. Mais oui, je dirais que dans ces cas-là, poursuivons justement cette volonté de créer des vocations d'arbitrage. Et ça n'en sera que mieux pour le sport en général. Jean, qui vous a convaincu? Hélène, Pierre? Les deux. Je veux d'ennuyer avec personne. Non, mais vous voulez boire un verre ensemble, c'est ça? Oui, qu'on puisse avec modération, bien sûr. Bien sûr, un verre d'eau. Qu'on puisse se quitter sur de bonnes bases, un bon terme. Non, mais c'est très bien. Je dis que c'est très bien parce que Pierre en parlait. Au niveau du rugby, ça se fait chez les jeunes. On fait arbitrer
par des joueurs, par des jeunes joueurs de la même catégorie, du même âge, et ça montre aussi la difficulté de l'arbitre en règle générale, toute discipline confondue. Ça montre en tant que sportif la difficulté à arbitrer. Et aussi, j'irai encore plus loin parce que on le voit malheureusement pas au rugby, mais on le voit dans d'autres disciplines où ça manque un petit peu de respect envers l'arbitre, notamment au football, on ne va pas non plus se cacher. Moi, ça me fait toujours un petit peu bondir quand je vois les joueurs qui sont à ras, là, en train de gueuler sur l'arbitre. Enfin, je comprends pas comment. Après, c'est pas dans notre culture. Ça. Voilà, pour moi, c'est choquant. Pour moi, c'est choquant. Surtout qu'après, les jeunes le répètent tous les dimanches sur les différents stades de France. Donc, c'est très, très bien parce que pour les joueurs, ça crée, et effectivement, ça peut amener les joueurs, les sportifs à devenir arbitres. Mais par contre, ça montre surtout que d'arbitrer, c'est pas facile. Et puis, ça permet de respecter, de pouvoir avoir un certain respect sur le boulot d'arbitre qui est pas évident du tout. Donc, alors après, bon, on va pas revenir sur ce qui a été dit, l'obligation, tout ça. Non, mais par contre, le faire régulièrement et le faire passer tout le monde, ça, c'est bien. Ça, pour moi, c'est très, très, très favorable. Ça crée pas des problèmes des fois quand l'arbitre se retrouve joueur, justement après qu'il affronte des joueurs qu'il a déjà arbitrés dans le passé? Non, oui, non, pas du tout, parce que de toute façon ils le font parce que tout le monde le fait. Oui, voilà. Donc c'est que le joueur à l'instant T, il n'est pas sur un plateau comme ils appellent ça. Il y a plusieurs petits matchs et sur un match, ce sont jamais les mêmes qui arbitrent. Il n'y a pas de représailles, c'est ça que je veux dire. Non, il n'y a pas de représailles parce que justement il y a cette forme de respect. Tout le monde y passe. Donc forcément, si c'était toujours les deux, trois mêmes, on pourrait dire attends, toi t'étais l'arbitre, toi, machin. Mais là, c'est pas le cas. Là, tout le monde y passe. Tout le monde passe à la place du vilain méchant qui a le sifflet. Parce que c'est ça un petit peu, c'est le vilain méchant. C'est pour ça, par rapport à ce que tu disais, moi, dans ce type de démarche, j'aurais plutôt tendance à dire les U15 vont arbitrer les U13, les U13 les U11, etc. Pour ne pas créer cette problématique de se dire il m'a allumé la dernière fois, moi je vais l'allumer cette fois-ci, quoi. Justement, c'est les amener aussi à avoir cette réflexion que n'ont pas malheureusement tous les arbitres, qui sont vraiment arbitres en plus, d'impartialité, quoi. Donc d'amener les jeunes à avoir cette réflexion intellectuelle. Donc moi je dis que c'est favorable. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une supervision par des arbitres quand même? Pour le taekwondo, oui. Par exemple. Mais pour d'autres disciplines. Oui. Et quand ils font avec les jeunes, il y a toujours quand même un responsable qui supervise et légitime. Les formateurs. Et qui aide. Même ils interviennent quand vraiment il y a des décisions qui sont ce que j'ai déjà vu moi. Litigieuses là, oui. Voilà, ils interviennent ou ils expliquent. Donc c'est vraiment dans la pédagogie. Bien Chevalier. Il y a une autre vertu à ça, c'est justement cette chance qui est donnée à ceux qui se mettent dans la peau des arbitres d'assumer leur choix. Et là, il y a, quelles que soient les disciplines, j'ose espérer qu'il n'y a pas de représailles possibles. Est-ce qu'il n'y a pas des sports où c'est plus simple que d'autres? Par exemple, en taekwondo, culturellement, il y a un arbitre, mais voire trois autour de si on prend la table de l'exemple marque. du rugby ou des sports de combat type judo, taekwondo, là, il y a culturellement, il y a aussi une forme de respect et d'esprit sportif qui englobe l'arbitre là-dedans. On reprend l'exemple du football. Après, il y a quand même la pression du public, la pression également des entraîneurs. Justement, c'est cette vertu-là de pousser le jeune à assumer ses choix. Et derrière, éventuellement, peut-être reconnaître qu'il ait pu faire des erreurs, par exemple. Et c'est dans ces cas-là que les représailles, on n'en parle même pas, puisque justement, s'il a fait une erreur, il peut le reconnaître, on n'en parle plus, chacun après tourne et se retrouve à sa place. Donc c'est le fait justement d'assumer ses choix. Et ça, c'est là où aussi le sport est une vraie école de vie, y compris dans l'arbitrage. Mais en football, c'est plus compliqué. Moi, je suis d'accord avec vous. En effet, c'est plus facile dans beaucoup de sports. Ouais. Je préfère être arbitre d'athlétisme ou arbitre de natation. Football, natation, en plus, il n'y a pas du tout de contact, donc c'est très très bien. Non, il y a beaucoup plus de facilité dans certains. En football, par exemple, un arbitre sur 3
arrête au bout d'un an. Ah bah, ça ne Mais m'étonne c'est pas. une catastrophe. Au niveau amateur. Ça, c'est une catastrophe. Mais là, par contre, moi, Pour le football. Hein. c'est quand même la responsabilité de la fédération et de la commission des règlements. Je suis désolé, pourquoi dans notre sport, alors on ne prêche pas, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais le rubby, vous dites, oui, un petit peu, mais vous dites à un arbitre, oh, t'es nul, c'est carton rouge. Bien sûr. C'est carton rouge. C'est même pas. Et là, quand on voit, et moi je me mets à la place des gamins qui voient les professionnels à la télévision qui sont là à crier à ça de l'arbitre, à l'invecter, mais je dis, mais c'est pas possible. Il faudrait justement les former, comme c'est le cas pour il faudrait dire à partir d'aujourd'hui, voilà, faut à partir sortir le rouge d'aujourd'hui, et puis c'est c'est terminé. On ne bien discute sûr, plus les les décisions décisions arbitrales. Surtout que maintenant, le football fait appel à la vidéo, ont des moyens, ils ont des moyens techniques maintenant évolués. Mon grand-père, il y a 25 ans. Donc je ne vois pas comment on ne peut pas intervenir là-dessus et assainir un petit peu cette parodie. Quoi. C'était le discours de mon grand-père il y a 25 ans quand il voyait les mecs gueuler après l'arbitre. Il disait mais purée, colle-lui un rouge et c'est fini quoi. Donc il y a 25 ans, c'est pas, faut arrêter ça. Et moi je suis complètement d'accord. Bah non. C'est déjà la fin de cette émission. Alors avant de rendre l'antenne, un petit mot sur Raymond Poulidor, le cycliste qui nous a quittés aujourd'hui, ce mercredi 13 novembre. Un petit mot sur lui, on le voit sur ces images, il était dans les Yvelines à Chatou. Qu'est-ce qui symbolise pour vous ce cycliste? Yann Jarrier. Il symbolise le cyclisme en général. Mais ouais, voilà, c'est le cyclisme en France. C'était une figure. Il va laisser un vide sur le Tour parce que même voilà, tout le temps quand vous étiez sur le Tour de France, quel que soit le moment où vous y alliez, vous croisiez Raymond Poulidor. Il faisait toutes les étapes. Vous avez fait quelque chose, Jean? Comment vous avez fait quelque chose également J'exagère pas quand même, mais bon, voilà. C'est que Yann, ce matin, c'était très compliqué pour lui. Non, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui était connu, archi connu. C'était quelque chose qui était prévisible. Ça allait arriver à un moment ou à un autre. Pour moi, le Tour de France, c'était Poulidor et pour beaucoup de Français, je pense. Hélène. Malgré qu'il Moi, c'est aujourd'hui non, mais c'est vrai que c'était une caractériser. figure de mon enfance ou quand j'étais plus jeune, mes grands-parents, mes parents, voilà. Donc c'est la fin d'une génération, de tout un état d'esprit. Et voilà, il fallait bien. Il restera dans le monde du cyclisme. Pierre Chevalier. Il a gagné plein de courses, pas les bonnes. Donc c'est l'éternel second du Tour de France, mais ça restera une figure éminemment populaire et historique. En plus, il a traversé les âges parce que justement il y a cet engouement en France du cyclisme et ça reste une figure sympathique et historique du sport en général. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, en hommage à Poulidor, nous allons reprendre une de ses phrases. Ce sont les parents ou même les grands-parents qui parlent de ce coureur qui n'a jamais gagné le Tour, qui a toujours fini deuxième. Alors ça marque cette histoire d'éternel second. Les gens veulent le voir, ce Poulidor. C'est Poulidor qui parlait de lui-même. À bientôt sur TV 78.